Et bonjour à toutes et tous. On est en ligne donc sur la Fédération française de jeux de rôle en ce début d'après-midi pour notre petite table ronde en présence d'invités très sympathiques au demeurant pour parler en fait du lancement d'une association, alors de jeux de rôle, mais potentiellement aussi dans les faits un petit peu de ce que c'est une association. Donc peut-être on va commencer par les présentations. Moi sur mon écran j'ai Amaury à ma droite. Peut-être que tu peux commencer. Ouais, bonjour tout le monde. Je suis alors, le président de l'association Rollis. Je pense que j'entrerai un petit peu plus dans les détails, mais Rollis, c'est avant tout le site rollis.net sur lequel on peut trouver un certain nombre de choses relatives aux jeux de rôle. Ok, super. Silvio, Stéphane, lequel de vous deux veut enchaîner? Eh ben, je vais enchaîner. Donc moi, je m'appelle Stéphane, je suis de Lille. Je m'occupe de deux associations. Une association qui est sur Lille, qui est un club de jeux de rôle qui existe depuis une vingtaine d'années, les Chevaucheurs de Chimères. Et une deuxième association qui est la Fédération française de jeux de rôle, donc association nationale dont je suis le président depuis 3 ans maintenant. C'est un petit truc qui essaie de faire des choses sur la France, il me semble. Non, c'est pas très connu, mais bon. Silvio, je t'en prie. Ouais, salut, donc moi c'est Silvio. J'ai fondé une association de jeux de rôle dans les Alpes de Haute-Provence il y a un peu moins d'un an et demi. Donc c'est une asso qui s'appelle les Arpenteurs d'Abrasia. On fait tout en physique, en présentiel. Voilà, donc on est passé par toutes les étapes, hein, aussi bien écriture des statuts, aidé par les FFJDR, je précise, constitution d'une équipe, chercher un local, les conflits humains inhérents au projet, tout ça. Et maintenant, ça se passe assez bien. On est quasiment 50. On est 46 précisément. Voilà. C'est pas mal, hein. On est content. Écoute, super. Et puis, je vais finir la présentation. Donc, moi c'est Mickaël. Je fais partie de plein d'associations différentes, hein, dont une fédération également locale, donc dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, étant sur Nice. Donc, je suis bien sûr le voisin de Silvio, pas très loin, hein, à quelques kilomètres. Donc, le Graal, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, le groupement azuréen des associations ludiques, dans lequel j'ai été vice-président, secrétaire, et là je suis actuellement juste simple membre du conseil d'administration. Et bien sûr, je suis vice-président de l'association de la Fédération française de jeux de rôle et en charge de la communication depuis pas très longtemps, c'est-à-dire à peu près un an, à peu de choses près. Du coup, on va débuter un petit peu. Donc, tu parlais justement, Silvio, de cette création. Donc, c'est bien parce qu'on a un petit peu de tout, hein. On a des gens qui ont fait des assos depuis longtemps, d'autres qui viennent de la créer. Donc, ça permet aussi d'avoir un panel, en fait, une peinture un petit peu de ce que c'est la création d'association. Et je pensais peut-être introduire cette table ronde avec déjà qu'est-ce que c'est une association? Peut-être une définition. Qu'est-ce que c'est votre définition à vous d'une association? Je vous en prie, hein, prenez la parole. Théoriquement, une association, ce sont des personnes qui s'assemblent pour faire une activité. C'est pour ça que déjà à la base, on ne peut pas créer une association seule. On ne peut pas s'associer avec soi. Et voilà, ça c'est, je pense, la définition de base la plus simple qu'on puisse trouver. Après, je vais laisser Silvio et Stéphane donner leur version, mais en ce qui me concerne, parce que j'expliquerai après pourquoi est-ce que j'ai créé une association et à quoi me sert cette association, déjà c'est une définition qui est importante. C'est-à-dire que, comparé à des entreprises, par exemple, on peut créer une entreprise seule. Une association, par définition, ce sont plusieurs personnes qui se mettent ensemble. C'est ça, deux normalement au minimum. Silvio, peut-être tu voulais parler, je crois. Tu fais bien de préciser, de demander pour nous, c'est quoi une asso, parce que c'est vrai que passer à la définition technique, il y a beaucoup d'associations différentes, enfin beaucoup de manières de penser une association. Dans le cas de l'asso que j'ai créé avec mon meilleur ami dans les Alpes de Provence, il y avait vraiment une vocation de faire quelque chose, d'aller plus loin que juste organiser des parties, si tu veux. C'était vraiment l'idée, on va créer un groupe, une communauté, on voulait se faire des amis aussi, dans le jeu de rôle, on se fait toujours des potes. On voulait vraiment créer quelque chose. Donc pour moi, une association qui vaut le coup, dans mes valeurs à moi, après chacun fait celle qu'il a envie, c'est une association qui crée du lien entre les gens.
Et je crois que quand on fait du jeu de rôle, c'est d'autant plus important parce qu'on partage des moments très forts, parfois des moments voilà, avec une certaine intimité. Et en fait, il faut qu'on puisse apprécier les gens, il faut qu'on soit d'accord sur pas mal de choses. Et voilà, on peut fédérer des choses. Donc, moi, l'association, je la pense uniquement comme un projet humain. C'est vrai que quand je parlais de l'association tout à l'heure, j'ai dit le nombre d'adhérents, comme si ce qui importait, c'était les chiffres. C'est une mesure sympathique pour savoir qu'une association fonctionne bien ou quoi, le nombre d'adhérents. Mais en réalité, ce qui compte vraiment, c'est le projet qu'il y a derrière. C'est-à-dire, on a des valeurs, on les promeut, on fait beaucoup de choses pour intégrer les nouveaux. Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise, on fait en sorte de les mettre à l'aise. On accompagne beaucoup, on forme des MJ, voilà, on transmet des choses. Et pour moi, l'association, elle a une raison d'exister. C'est elle apporte quelque chose en plus que juste la bande de potes qui va se réunir pour jouer le samedi soir. Et nous, ce qu'on apporte en plus, c'est voilà, des principes, une infrastructure, mais aussi une manière de faire. Et puis, on facilite le lien humain, quoi. Voilà. Super, merci pour ta définition. Alors, n'hésitez pas dans le chat à mettre aussi votre définition de ce que c'est une association, hein, pour vous au local, ce que c'est une association nationale, enfin bref. Commentez, n'hésitez pas, et puis je laisse la parole à Stéphane pour donner un peu sa définition à lui. Moi, ma définition, ça permet surtout de donner une forme juridique à un regroupement de personnes. C'est-à-dire, il y a un groupe de personnes qui ont un projet. Nous, dans notre cas à nous, c'est un projet qui est lié au jeu de rôle. En général, ça veut dire créer un club de jeu de rôle. Et créer un club de jeu de rôle, ça veut dire, par exemple, faire des parties de jeu de rôle dans un café, dans un magasin de jeu de rôle. Ça veut dire aller parler avec une mairie ou un centre social pour avoir une salle pour que le club puisse avoir ses activités. Et ben voilà, là, créer une association, ça va permettre d'avoir un dialogue avec tous ses partenaires. Voilà, si vous êtes un particulier et que vous avez le projet de créer un club de jeu de rôle, ça sera qu'une initiative personnelle qui ne sera pas forcément acceptée par votre prêteur de salle, par la boutique de jeux de rôle qui va vous accueillir. Et donc voilà, votre forme juridique, ça va prouver que vous êtes un groupe, vous portez un projet, vous êtes sérieux. Et ça va pouvoir vous permettre de définir des choses autour avoir un nom qui va vous unir, avoir un logo. Et ça, un individu peut pas le porter tout seul. Il faut qu'il le porte à 3, 4, 5 pour la charge de travail. Et aussi parce qu'au final, vous allez représenter un groupe. Et donc, votre association, juridiquement, elle va représenter le groupe et elle va permettre légalement, mais aussi de façon au niveau de l'organisation, de créer un groupe et de commencer à lui donner des qualités à ce groupe. Il va être reconnaissable, il va avoir une page Facebook. En gros, votre projet, votre association, elle va commencer à être une personne qui va faire des choses collectivement avec tous les membres qui sont à l'intérieur. Ok, super, merci. Bien, Alors j'ai une question, donc... Ouais, dis-moi. Pardon, je disais que chaque définition se complétait vachement bien, au final, c'était vachement intéressant. Mais je t'en prie, pardon. Comme quoi, finalement, on avait bien choisi les intervenants de la table ronde. C'était presque peut-être même fait exprès. Non, blague à part, donc on a une question donc de Yellow Shark 75 qui nous demande: la question du local est centrale ou pas selon vous? Alors, Du coup, je vous la pose. Parce que pour vous, une association, c'est forcément un local. Ça dépend de l'activité de l'association, je dirais. Si on parle d'association telle que sûrement on est en train de l'imaginer, c'est une association de joueurs, je vais laisser Sylvio répondre, parce que je pense que ce sera beaucoup plus pertinent. Mais oui, toutes les questions dépendent avant tout de ce qui est marqué dans les statuts de l'association. C'est quoi le but de l'asso? Si le but est de faire jouer des gens et qu'on a envie de les faire jouer en présentiel, ouais, sûrement que la question du local va être importante. Je vais laisser Sylvio répondre. Ouais. Bon, ouais, je peux répondre, mais Stéphane aussi, mais effectivement, je te rejoins, Amaury. Ça dépend si tu joues en présentiel ou pas. Nous, comme on joue en présentiel, dans notre cas, la question du local est fondamentale. C'est vraiment déjà parce que si t'as pas de local, il faudra le payer, donc ça va coûter des sous. Donc là, il y a tout qui est déterminé par rapport à ça. Est-ce que tu vas devoir payer ou pas? Ça va influencer tes adhésions, etc. Tu as toujours la solution, évidemment, d'aller voir ta médiathèque locale ou alors la mairie pour demander un truc. Le seul souci de ça, c'est que après tu vas avoir des horaires imposés. Donc ça peut être très bien, comme ça peut aussi être un vrai frein.
Après, il y a dans les arpenteurs d'Abrasia, nous, on est en contact avec un tiers-lieu. Donc, un tiers-lieu, c'est un lieu qui est géré par une asso voilà, qui a des trucs plus flexibles. Euh, dans tous les cas, c'est le nerf de la guerre. Ta question est vraiment pertinente, Yellow Shark. C'est un des premiers trucs à penser, en fait, avant même de fonder, c'est où est-ce qu'on va jouer. Parce qu'en fait, très vite, si t'as pas de local, peut-être que tes joueurs ils vont juste finir par jouer chez eux, entre potes. Et tant mieux, hein, l'important c'est que les gens ils puissent jouer au jeu de rôle. Mais à ce moment-là, c'est que l'assaut ne sera pas pertinente si jamais en fait les gens peuvent jouer sans toi. Voilà, donc le local, ouais. Alors oui, le local. Alors pour un club de jeux de rôle, souvent à la FFJDR, on a à peu près 90 associations qui sont adhérentes et 70, c'est des clubs de jeux de rôle assez standards qui ont comme but de se réunir pour faire des parties de jeux de rôle. Et c'est vrai que quand une association se crée, un des objectifs, ça va être récupérer, entre guillemets, un local, souvent en passant par une mairie ou par un centre social. Sans ce local-là, l'association, elle va avoir du mal à exister. Elle peut exister, mais avoir un local, ça va permettre, comme disait Silvio, de se réunir, d'avoir des réunions qui vont pouvoir être régulières, aux horaires imposés par le local. Mais ça va vraiment beaucoup aider. Et d'ailleurs, avoir une forme associative, avoir une déclaration en préfecture, un bureau, un nom, enfin tout ce qui constitue une association, ça va permettre d'entamer ce dialogue avec la mairie et donc de récupérer le local. Si on n'a pas tout ça, et donc on en revient un peu à ce que disait Sylvie aussi, c'est qu'il faut qu'une association se fixe des objectifs assez régulièrement. Et donc l'association, elle ne se crée pas pour le plaisir de se créer. Si on veut jouer au jeu de rôle, on n'a pas besoin d'être en association. Mais par contre, si on veut jouer au jeu de rôle dans un local qui sera ouvert 3 jours par semaine, où les gens seront dans un lieu collectif et pas chez eux avec les contraintes des enfants, de la vaisselle qui est en train de tourner, et ben voilà, un des objectifs, ça peut être avoir des bonnes relations avec une mairie et avoir une salle. Et donc, voilà, souvent les 3 premières étapes d'une association qui serait un club de jeu de rôle, ça va être, dans les 3 objectifs en premier, ça va être récupérer une salle et faire en sorte de la garder après sur la durée, pour en reparler après. Par contre, il y a des associations de jeux de rôle, comme par exemple la Ligue ludique sur Paris, qui eux ont un principe qui est de ne pas avoir de local, mais par contre, d'être invité dans des cafés ludiques, dans des cafés, dans des boutiques, de façon régulière, c'est-à-dire une fois toutes les 2 semaines. Et ils ont 3 lieux comme ça par mois, ce qui fait qu'ils peuvent animer, par exemple, une dizaine de soirées sur un mois. Mais ils ont fait le choix d'être itinérants et d'être invités permanents dans des lieux qui ne sont pas leurs lieux. Et une association de jeux de rôle qui n'aurait pas de salle au début, ça serait une bonne chose qu'elle ait un partenariat avec avec un café ludique ou même un café classique et qu'elle fasse ses parties dans ce café avant d'avoir sa salle. Ok, non, mais c'est intéressant d'avoir un peu ce tour d'horizon, hein. Donc les questions sont là aussi pour ça. Donc on a une autre question, je vais y répondre rapidement parce que je pense qu'on sera tous d'accord sur ça, mais vous me direz si c'est pas le cas. Donc est-ce que je peux créer un club de jeu de rôle et que le local où on joue est chez moi, parce que la personne a une grande salle chez lui? Oui, la réponse est oui, hein, tout à fait, hein. Bien sûr. Normalement, il n'y a pas trop de raisons que on te dise non. Le but du local, en fait, c'est de se réunir, comme le disait Maurice, Silvio et Stéphane. Donc que ce soit chez toi ou prêté par une mairie ou autre, il n'y a pas de raison qu'on te l'interdise. Au contraire, je pense même que c'est plus facilement pour toi aménageable si la salle t'appartient directement. Après, il faut penser aux avantages et aux inconvénients que Tout à ta fait. solution peut apporter. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que ça donne un côté convivial immédiat. L'inconvénient que moi je vois, c'est que ça peut faire un peu peur aux gens qui ne te connaissent pas, qui ont l'impression de devoir être ton pote pour venir chez toi. Euh, le côté un peu plus impersonnel d'avoir une salle extérieure neutre, c'est que justement on se dit bon, on va dans un endroit où a priori il y a des gens qui ne se connaissent pas. Quand on va chez quelqu'un, on a l'impression de s'insérer dans un groupe de potes. J'imagine que ça peut être un peu plus délicat. Mais d'un autre côté, il vaut mieux voir ça comme une opportunité. Ça permet de lancer l'association et de commencer tout de suite à jouer en invitant des gens, que comme une menace qui risque d'empêcher les gens de venir, quoi.
Oui, c'est ça, bah, c'est le lancement, et puis après peut-être faut autre chose, mais au moins ça permet d'être plus facilement en lancement. Sylvio, ouais, tu voulais rebondir? Non, je disais que c'était intéressant ce qu'Amaury disait parce qu'en fait, c'est vrai que moi, ce qui me venait en tête, c'était aussi au bout d'un moment, Ross 04, peut-être qu'il en aura juste marre d'avoir des gens qui viennent chez lui. Mais ce que tu dis, c'est vachement important, surtout au moment de la création de l'association. C'est est-ce qu'au final, tu fais pas peur à des gens qui vont pas forcément envie de venir chez toi? Et est-ce que aussi tu t'incarnes pas, est-ce que même tu n'incarnes pas trop ta propre association? Le but d'une association qui mûrit, c'est aussi au bout d'un moment de voler de ses propres ailes. Euh, donc du coup, tu as aussi le risque que tu deviennes la figure centrale et unique de ton asso. Après, pour un lancement, ça peut être bien quand même. Euh, mais voilà, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début du stream, c'était pourquoi et comment faire une asso, quoi. C'est quoi qu'on veut y mettre dedans, quoi. Et comment est-ce qu'on souhaite que ça se développe ensuite. Mais du coup, ça me permet de rebondir très gentiment. Donc, en fait, si on devait résumer, en fait, la station, en fait, c'est un contrat social, c'est-à-dire des individus qui veulent faire une activité ensemble dans un cadre structuré, légal, comme disait Stéphane. Et donc, pour ce faire, il y a quelques règles. Et donc, il faut aussi déterminer un projet. Donc, en fait, quels sont les projets, quels sont les objectifs. Et ça, un petit peu, est-ce que vous pouvez en parler peut-être de vos projets spécifiquement? Quel a été, pourquoi vous avez créé votre asso en fait? Quel a été les tenants aboutissants? Pourquoi vous êtes venu à ça? Pourquoi vous n'avez pas rejoint une asso qui était présente près de chez vous? Bref, essayez de voir un petit peu comment vous avez abordé la question de cette conceptualisation, cette idéation de la création de votre asso. Peut-être Amaury? Alors, moi, c'est un cas très particulier et vraiment pas représentatif, mais qui peut peut-être intéresser des gens qui veulent mener des projets. Moi, pour le coup, mon association, c'est pas plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour mener un projet. C'est vraiment, comment dire, une façade légale à des activités, des projets qui sont personnels. C'est-à-dire que historiquement, à la base, j'ai créé Rollis parce que il y a maintenant plusieurs années, j'ai changé avec des potes une liste de jeux de rôle sous licence libre ou gratuit qui était disponible sur Internet. Donc voilà, je tenais cette liste à jour et je la partageais avec mes potes. Et à force de la partager, je me suis dit que c'était possible à d'autres personnes. Donc je me suis dit, je vais faire un site. Comment je vais appeler ce site? J'avais le nom Rollis que j'avais acheté le nom de domaine depuis longtemps. Je me disais qu'un jour, j'en ferai quelque chose. Donc j'ai fait un site avec donc cette liste de jeux sous licence libre. Et j'ai utilisé ça ensuite comme base pour d'autres projets. Donc, le projet le plus visible et le plus important sur Rollis, sont des scénarios sous licence libre. Donc, je paye des auteurs pour écrire des scénarios qui utilisent un système que j'ai développé qui est en fait des scénarios multijeux. Tu sélectionnes d'abord le scénario, ensuite le jeu avec lequel tu vas y jouer. Je supporte une trentaine de systèmes de jeu. Et automatiquement, il y a tout un tas de choses qui sont adaptées en fonction du moteur de jeu. Voilà, ça marche mieux en ayant une structure légale, en pouvant payer les auteurs, non pas avec sa poche, mais avec le compte d'une association. Donc, c'était ça mon projet. Donc, je me suis associé avec ma femme. Je suis président et trésorière, mais globalement, voilà, c'est un cas très particulier. Il vaut mieux se donner une structuration légale si on veut commencer notamment à recevoir ou donner de l'argent. Dans mon cas, c'est donner de l'argent, je n'en reçois pas du tout. Mais c'est pour ça que je dis c'est pas représentatif, mais ça peut être utile. Et là, pour le coup, je peux donner tout un tas de trucs et astuces sur comment créer une association pour ce genre de cas quand on veut mener à bien des projets personnels. Parce que dans le jeu de rôle, il y a quand même, sauf à devenir vraiment éditeur, il y a quand même peu de chances qu'on fasse beaucoup d'argent. Donc, quand on a des projets, souvent on a le choix entre les faire en perso, mais on est un petit peu en dehors des clous légalement, soit créer une entreprise, mais c'est long, c'est coûteux, et je veux dire, le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Encore une fois, dans le jeu de rôle, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, le modèle de l'association, ça peut être utile. Quand on peut se retrouver entre plusieurs amis pour mener à bien un projet, c'est génial. Mais même quand on est seul, voilà, le modèle de l'association peut être utile pour ça. Ok, très bien. Non, mais après, c'est bien d'avoir aussi des cas particuliers parce que ça permet d'avoir aussi voir d'autres façons, parce que beaucoup de gens savent dans les faits comment on crée une asso, mais
ça permet d'avoir des tips. Et donc, quand tu parles de tips, c'est bien parce que c'est la deuxième partie, la table ronde, où on va aussi aborder les pièges à éviter, les trucs un petit peu, pour aller un peu plus vite aussi dans cette partie-là. Silvio, peut-être tu voulais intervenir du coup? Oui, pourquoi avoir créé l'association? Bon, je pense que c'est extrêmement banal, mais c'est vraiment, déjà au départ, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Donc, moi, je suis basé dans un territoire très rural, donc les Alpes de Haute-Provence. Il y a beaucoup de geeks, en fait, personnes qui sont attirées par l'univers médiéval et tout. Et en fait, même des gens qui sont pas forcément geeks, mais qui sont quand même attirés par le jeu de rôle. Et en fait, il y avait un vrai besoin. Et ça correspondait aussi à un moment de ma vie où je voulais un peu rencontrer plein de gens et tout. Donc, on s'est lancé. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, mais il n'y a pas d'assaut de jeu de rôle. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec leurs mêmes potes depuis 15 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on s'est motivé, quoi. C'est vraiment le fait de se dire, mais il y a une énergie qui n'est pas exploitée, en fait. Des gens qui ont envie de se réunir, qui ont envie de jouer ensemble. Et il s'avère que, bon, c'est dur de monter une asso, mais à ce moment-là, dans nos vies, on avait un peu le temps, un peu l'énergie de le faire. Et puis, les étoiles sont alignées, on a pu trouver un local, des gens qui nous ont rejoints, etc. Donc, voilà. Et puis aussi, je crois que c'est un bateau ce que je vais dire, mais c'est un loisir qui mérite vraiment, vraiment, vraiment d'être connu, de toucher beaucoup plus de gens que juste les geeks ou certaines parties de la population. Nous, on a des retraités qui viennent, on a des mineurs, on a des chômeurs, des chefs d'entreprise. Enfin, on a plein de gens qui viennent de différents horizons et qui s'éclatent alors qu'ils n'ont rien à voir au départ. Donc en fait, il y a aussi le fait de se dire, je crois que le jeu de rôle peut faire du bien. Et en vrai, si on le défend bien, on peut faire du bien à des gens qui vont y toucher et se faire plaisir avec. Donc voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Et puis au fond, l'envie de se réunir avec des potes et puis boire de la bière et manger des chips en tirant des dés, quoi. Voilà. C'est très personnel, mais ça marche très bien aussi. Il n'y a pas de mauvaise raison, je pense, Tomer, pour créer une association. Stéphane? Oui, alors moi, le club de jeux de rôle à Lille dont je m'occupe, il a été créé en 96 parce que un groupe de joueurs qui était dans un autre club, encore un peu plus vieux, aussi en banlieue lilloise, mais s'est retrouvé avec trop de joueurs, pas assez de place pour jouer, et de ça de façon récurrente, ça a duré pendant plusieurs années. Et donc à un moment, en 96, il y a 3 personnes qui se sont motivées en se disant: «Ben, est-ce qu'on créerait pas une extension de ce club?» Donc un nouveau club de jeux de rôle, une nouvelle association, qui serait peut-être un tout petit peu plus près des habitations de ces créateurs. Et donc, bah, création d'association, projet de chercher une salle. D'ailleurs, la recherche de salle s'est fait en même temps que la création d'association parce que c'était un peu si ces créateurs en 96 arrivaient à trouver une salle avec un dialogue avec une mairie, la création du club. Et comme ça, bah, il y a une quinzaine de joueurs qui sont passés d'un club qui est toujours un club ami et qui avait trop de joueurs, et il y a eu, enfin, ce club-là a fait un petit, a fait une sorte d'excroissance de lui-même. C'est un peu nos frères, hein. Ils sont toujours très nombreux. Nous, on a des bas. C'est comme ça que l'idée de créer une association a été faite. Et après, on a continué à avoir des activités pendant les années fin 90. Il y a une convention qui était faite par ces deux clubs parce qu'ils avaient des liens, quoi. Et après, par la suite, les gens qui avaient créé l'association donc, au milieu des années 90 avaient du désir de faire aussi du grandeur nature, de faire des démonstrations de grandeur nature en costume, en mode sans forcément incarner une histoire, mais plus en faisant des démonstrations de costumes, de combats à l'épée. Et ça, c'était une volonté qui n'était pas forcément dans l'autre club, mais qui était portée par les 3 créateurs. Donc, d'où l'idée de créer une structure qui pouvait à la fois permettre de dépendre les murs et de porter des choses un petit peu différentes, quoi. Du coup, c'est très bien que tu en parles parce que ça me faisait penser. En fait, je voulais revenir sur ta définition en fait du club de jeu de rôle. Et je voulais vous poser la question si pour vous, il existe qu'un seul type d'association de jeu de rôle, ou s'il y en a plusieurs. Donc là, tu as défini le club de jeu de rôle, mais j'entendais un petit peu dans ce que tu disais qu'il y a peut-être une autre façon de définir les associations de jeu de rôle. Et pour vous, est-ce qu'il y en a une, deux, plusieurs, ils sont multiples, voilà. C'est quoi un peu votre avis sur ce sujet-là?
Tu reprends la parole, Stéphane, sur ça, ou tu laisses, on Alors, repart de zéro? je veux bien reprendre la parole. Mais moi, je vais parler un petit peu des associations qui sont adhérentes FFJDR. Donc, comme je disais, 90 associations à peu près. Voilà, l'extrême majorité, c'est des clubs de jeux de rôle qui sont des gens qui se réunissent pour jouer aux jeux de rôle toutes les semaines. Mais à côté de ça, il y a d'autres structures, c'est-à-dire il y a des structures comme la structure d'Amaury Rollis ou Opal Rollis, ou des chaînes YouTube qui sont des sites internet qui offrent des services aux gens. Bah, pour moi, on est vraiment sur le cadre d'une association de jeux de rôle. Moi, en tant que président FFJDR, ces gens sont bienvenus pour faire des choses tous ensemble. Et après, il y a aussi pas mal d'associations de jeux de rôle qui font ce qu'on pourrait appeler de l'événementiel. Donc, elles organisent des parties jeux de rôle en invitant 30-40 personnes. Elles font des activités dans le cadre de festivals, d'animation dans une saison culturelle avec une mairie ou avec des musées. Donc, elles sont plus axées événementielles que réunions entre amis à faire du jeu de rôle. Il y a aussi certaines associations de jeux de rôle qui sont vraiment portées sur le côté artistique. Leur but, c'est créer des choses. Alors, on peut imaginer des acteurs qui vont faire de l'actual play, qui ont besoin d'une structure, mais aussi des acteurs qui décident de créer une structure proche du jeu de rôle parce qu'ils ont envie de jouer un rôle. Et après, on est vraiment sur un projet artistique qui est difficile à expliquer quand on ne le connaît pas, mais qui est là vraiment pour porter une sorte de création. Et il y a aussi des maisons d'édition de jeux de rôle qui sont sous forme associative et qui vont donc éditer des jeux de rôle, traduire des jeux de rôle, les sortir. Et donc, ils créent cette structure associative, donc à but non lucratif, pour être éditeur. Et s'il n'y avait pas cette structure associative, donc loi 1901, ben, ces projets-là ne seraient sûrement pas possibles, comme disait Amaury. C'est-à-dire, moi, je suis persuadé que la forme associative, elle permet de faire des choses qui ne peuvent pas être portées par des considérations financières et donc de bénéfices. Même si on sait que nos éditeurs de jeux de rôle, ils font pas beaucoup de bénéfices et c'est pas des éditeurs qui roulent, c'est souvent pour la passion qu'ils font ça. Mais associativement, on peut faire des choses très impressionnantes qu'on pourrait pas faire si on avait un autre objectif. Ok, super. Moi, je partage l'avis, hein, ce côté-là, je l'avais moi-même défini dans un devoir que j'avais rendu à la fin de mes études sur le mot associatif, qui était en gros sur tout ce côté d'entreprise 2.0, un petit peu, en fait, l'associatif comme entreprise qui me permet de faire beaucoup plus de choses et de manière un peu moins taxée, bref. Amaury, peut-être tu veux réagir vu qu'on t'a cité dans l'intervention. Oui, bah, je sais pas, j'ai l'impression que Stéphane avait quand même bien répondu à la question. Et c'est vrai que les créateurs de contenu, et c'est vrai que sur YouTube, on peut trouver des actual plays qui sont portés par des assos. C'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles d'associations différents. Et bon, enfin, je vais pas répéter tout ce que vient de dire Stéphane, c'était assez complet. Peut-être en profiter parce que je vois qu'il y a des questions. Il y a une autre question de Yellow Shark qui était sur le matériel. Pour acheter du matériel ou prendre sa bibliothèque personnelle et celle des autres membres. Alors juste donner mon point de vue, mais je vous laisse aussi donner le vôtre. Tu peux, enfin, je veux dire, même quand dans une association qui roule depuis longtemps, donc pas que dans le cadre du lancement d'une association, pour une association de joueurs, hein, s'entend, tu peux ramener ton nouveau jeu que tu viens d'acheter et que tu as envie d'essayer avec les autres membres de l'asso. Je ne vois pas pourquoi ça poserait même de moindre problème. Donc à la création de l'association, c'est évidemment un bon moyen pour lancer les choses. Mais ce qui a déjà été dit, c'est que le but d'une association, à terme, c'est de ne pas dépendre de ses créateurs, c'est qu'ils puissent vivre sa belle vie. Parce que l'un des soucis aussi dans les associations, c'est quand ça dépend trop des créateurs, c'est le jour où eux s'essoufflent, l'association tourne très vite. Et dans ce cas, le matériel, c'est un peu pareil. C'est que si tout le monde joue avec le matériel du créateur de l'association, le jour où lui prend de la distance, il n'y a plus de jeu pour jouer, ou bien le jour où le créateur il en a marre que ces jeux, à force d'être beaucoup utilisés, on va se dégrader un peu vite. Donc
ça peut être bien, ne serait-ce que pour tourner sur plus de jeux que ce que le fondateur peut avoir envie, lui, d'acheter. Ça peut être bien de se prévoir quand même un petit budget pour qu'il y ait des jeux qui appartiennent à l'asso. Bon. En tout cas, c'est ce que j'ai vu moi habituellement. Oui, on commence avec les jeux des potes, et puis au fur et à mesure que l'association grandit, on demande aux gens de mettre une petite pièce, et on se cotise, et on achète des jeux, et on se met à voter pour savoir quel jeu on a envie d'acheter. Ou bien il y a des gens qui mettent chacun 30 € par an, et ils achètent le jeu auquel ils ont envie de jouer, et ils le donnent à l'association. Enfin, il y a plusieurs modèles qui sont envisageables. Oui, voilà, c'est en fait la question de budget au fur et à mesure, que ce soit par l'adhésion, par des collectes X ou Y, permet aussi de plus dépendre en fait des bibliothèques, enfin des ludothèques des membres. Sylvio, peut-être pour répondre un petit peu, peut-être rebondir sur ça. Ouais. Bon, non, mais je crois que vraiment que Stéphane a répondu de manière exhaustive sur les types d'assauts et peut-être juste sur le matériel, pour C'est ça. répondre à Yellow Shark. Nous, on n'achète aucun livre dans l'assaut. En fait, chaque MJ qui organise une partie vient avec son propre livre. Et puis voilà. Donc en gros, tu peux commencer sans budget matos Yellow Shark, sauf pour le local, on en revient encore à ça, mais vraiment, si chaque MJ amène ses propres bouquins, voilà, il fait ses parties avec et ça va très bien, quoi. Et je vais me faire un malin plaisir de rebondir pour dire que tu n'as même pas besoin de budget pour venir avec un jeu de rôle, parce que sur Rollis, il y a quand même 70 jeux open source qui sont listés, donc il y a de la matière. Tu peux jouer gratuitement. Ça qui est formidable avec le jeu de rôle, hein, c'est que tu amènes juste une feuille de papier, un crayon, une gomme, et il y a de quoi jouer gratuitement pendant des siècles. C'est très bien que tu rebondisses comme ça aussi, ça permet de montrer un peu ça fait partie de ce type d'association qui est un peu prestataire de service, si on devait la définir. Où en fait, c'est un peu ça en fait, hein, tu proposes de mettre en avant des illustrateurs, des créateurs de jeux de rôle sur ta plateforme. Donc du coup, on va entamer peut-être la deuxième partie justement avec ce volet un peu plus pratique, donc que ça soit administratif, accessoire avec des règlements intérieurs. Quand on fait, tu parlais Stéphane d'événementiel, des fois il y a aussi besoin de se définir un petit peu plus. Donc on a bien catégorisé, hein, on va dire peut-être sûrement d'autres types de structures associatives rôlistes, hein, donc que sur le club, l'événementiel, les collectifs d'artistes ou autres. Mais vous, un petit peu, qu'est-ce que vous utilisez? Quels sont un petit peu vos tips? Et donc c'est là aussi qu'on va voir. Quand vous avez créé votre asso, quels sont vos outils que vous utilisez régulièrement pour vous aider à gérer ou à lancer votre asso, tout simplement. Tiens, vas-y, Sylvio commence, vu que je te vois sourire à cette... Non, mais oui, enfin, ce que j'allais dire, c'était nous au début, les difficultés au début quand tu te lances, c'est vraiment de bien faire les choses, quoi. Donc il y a vraiment 3 choses qui sont importantes au début. C'est d'un point de vue administratif purement, je parle, hein. C'est définir tes statuts, avoir un compte en banque et te couvrir en assurance. Le compte en banque, ça se fait en un quart d'heure. Nous, on allait dans une banque parfaitement mainstream, il n'y a rien de spécial. Et c'est très bien, hein. On prend pas de carte bleue, juste tu payes 20 balles par an. L'assurance, je l'ai convaincu, mais les services de la FFJDR nous ont permis d'avoir une assurance pas chère du tout et parfaitement adaptée. L'avantage, en fait, c'est que l'assurance FFJDR, elle est déjà toute faite, en fait. Donc en fait, on se pose même pas la question, on relit vite fait les conditions, mais en fait, ça fonctionne nickel, donc on l'a juste prise. Et les statuts, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Faut bien les définir, tout ça. Et là, encore une fois, je reviens sur la FHDR parce qu'en fait, c'est grâce à l'aide de Stéphane à l'époque que moi j'ai obtenu un modèle de statut, tout ça. Et d'ailleurs, pour d'autres choses comme le règlement intérieur aussi, c'était le cas. Mais j'ai envie de dire, pour être administratif au départ, faut vraiment pas avoir peur de s'appuyer sur d'autres personnes. Donc là, je parle de la FHDR. Si vous avez d'autres modèles à vous procurer, n'hésitez pas. Mais je crois que réinventer la roue à ce moment-là, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut vraiment prendre des choses qui existent, qui fonctionnent bien. Voilà. Donc dans les statuts, il y a plein d'informations sur comment vous allez gérer vos propres conseils d'administration, tout ça. Quels sont les quorums fixés, ça vous pouvez les changer si vous voulez. Mais voilà, la FFJDR, ils font des permanences aussi, toutes les 2 semaines, je crois. On peut leur poser des questions.
Moi, j'ai eu recours à la FFJDR à un garçon qui s'appelle Lionel, le jour où on a eu des membres mineurs qui sont venus dans l'assaut. On voulait savoir pour le règlement intérieur comment adapter ça. Donc, je crois que le volet administratif, souvent, il est complètement invisible pour les membres d'une asso. Cependant, si vous lancez une asso, il ne sera pas du tout invisible du tout. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre à déposer des statuts en préfecture, les comptes rendus d'AG et compagnie, fixer des choses, vous allez apprendre ce que c'est qu'un quorum, tout ça. Mais vraiment, mon seul et unique conseil, c'est ne réinventez pas la roue parce qu'il y a déjà plein de choses qui fonctionnent bien. Et voilà, soit vous avez des potes qui ont des assos, soit la FFJDR peut vous aider là-dessus. Et moi, ils l'ont fait très bien pour le lancement des arpenteurs d'Abrasia, donc c'est mon conseil. Bien, merci pour ton intervention. Et en effet, il y a la structure nationale qui aide, mais il y a aussi les mairies, il y a plein de façons, hein. Il y a des sites dédiés, hein, mais ça peut-être on va en parler juste après. Au pire, je rebondirai pour en donner quelques-uns. Peut-être Stéphane, du coup, vu qu'on a parlé beaucoup de la Fédé, tu veux peut-être rebondir sur ce que disait Silvio? Donc pour parler plus des outils pour créer une association, c'est ça la question? C'est ça, en fait, expliquer un petit peu ce qui est important quand on lance une asso, les tips, tout ce qu'il faut éviter, les pièges. Enfin, en gros, comment toi, si maintenant, aujourd'hui, tu ferais une asso, comment tu ferais, en gros? Eh ben, demander des conseils à des gens qui ont créé une association il y a peu de temps et qui ont vécu un petit peu avec elle pendant 2 ou 3 ans, c'est une bonne chose. Demander à la FFJDR, parce qu'on est un peu dans cette logique-là aussi de se dire, bah voilà, faut se poser des questions. Et donc, à un moment, faut accepter qu'on doit se poser des questions sur ce qu'on va créer. Quand on crée une association, par exemple, on va lui choisir un nom. Le nom, l'air de rien, c'est assez important parce que c'est ce qui va représenter l'association pendant au moins 2, 3, 4 ans. On peut le changer après, hein, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même contraignant. Et le nom, par exemple, vérifier que le nom, il n'est pas déjà utilisé par une association à proximité de soi. Par exemple, pensez à une chose très simple, c'est qu'on va aller voir une mairie et on va se présenter sous le nom de cette association. Si cette association elle a un nom imprononçable, ou un nom avec des formules magiques qui font un peu peur. C'est très drôle, c'est très chouette, hein, mais ça va pas forcément être facile pour parler à une mairie ou ne serait-ce que pour aller voir un fonctionnaire et lui demander de taper le nom de votre association dans un formulaire de réservation de salle. Rien de dramatique, mais il faut juste y réfléchir un petit peu. Voilà, déjà, le nom, comment elle va fonctionner, organiser un petit peu, répartir la charge de travail au départ. Partir du principe que peut-être on a besoin d'un budget de peut-être 200 € au départ pour acheter un peu de communication, créer l'association en préfecture. Voilà, mais surtout se poser, essayer de répondre à quelques questions sur comment on va fonctionner dans les mois qui arrivent. Est-ce qu'on a besoin d'une page Facebook pour communiquer, la réserver? Et donc anticiper ces petites choses-là. Et une fois qu'on l'a fait, se dire que pendant 1 an, on va fonctionner avec ce qu'on a décidé à l'avance, et se reposer des questions au bout d'1 an, au bout d'1 an et demi. Et donc c'est essayer d'avoir des étapes comme ça de construction. Et la rédaction des statuts, ça va être la première grosse étape. Alors, pas d'inquiétude, il y a des statuts tout faits qui existent. Mais par contre, c'est bien dans les statuts de faire 3 ou 4 choix, le nom, le descriptif de l'objet de l'association, et ça, de réfléchir un petit peu à ce qu'on veut mettre dedans, parce que ça va influencer la vie de l'association après, pendant quelques années, quoi. Ok, merci Stéphane. Amaury? Ouais, pour compléter un petit peu ce qui a été dit, alors effectivement, dans les statuts, le but de l'association, l'air de rien, c'est important de ne pas mettre quelque chose de trop précis, parce que ça peut restreindre les projets qu'on pourrait vouloir mener par la suite. C'est-à-dire que si on écrit noir sur blanc que le but, c'est de faire des parties dans telle salle à telle fréquence. De Donjons et Dragons. Ouais, c'est pas du tout le bon endroit, parce que dès qu'on va vouloir changer de salle ou de fréquence, on va être coincé. Mais même le jour où on voudra faire, je ne sais pas quel projet, le jour où l'association voudra éditer son petit jeu, on pourra pas. Enfin voilà, il faut essayer de mettre quelque chose d'un peu vague. Donc ça, on peut trouver de l'aide sur Internet. Mais par exemple, moi, pour Rollis, pour justement rester ouvert,
j'ai mis que le but de Rollis, c'était la promotion et la diffusion de l'imaginaire artistique et ludique. C'est super vague, ça permet de mettre à peu près n'importe quoi, mais moi je sais que je ne serais pas coincé dans les projets que je pourrais On vouloir peut mener. tout faire avec ça. Donc ça c'est une première chose. La deuxième, alors pour le compte en banque, comme l'a dit Silvio, la plupart des banques ont des offres pour les associations. Il ne faut pas hésiter à les comparer parce qu'il y en a certaines qui sont assez chères, surtout si on veut commencer à payer. Alors là, petit truc, il y a SumUp qui permet d'ouvrir un compte association gratuitement et d'avoir une carte bleue. Après, ils fournissent même des boîtiers qui permettent de prendre des paiements en carte bleue. Bon, ça, c'est un autre truc. Tout à l'heure, Stéphane parlait de la communication, notamment se demander si on va avoir une page Facebook ou des choses comme ça. Alors, rien à redire spécifiquement là-dessus, mais plutôt sur, de manière générale, quand on crée une association, souvent on déborde d'enthousiasme. Donc on communique beaucoup au début, et ça tient quelques semaines, quelques mois, dans le meilleur des cas quelques années, et si on ne réussit pas à renouveler un petit peu les cadres de l'association, les membres un peu piliers, ça peut être un truc qui s'essouffle très très vite. Et si ça retombe trop vite, le fait d'avoir trop communiqué au début, et que ça s'arrête au bout d'un moment, ça peut donner une très mauvaise image. Donc, moi, j'aurais tendance à dire de pas trop s'emballer à ce niveau-là, au niveau de la communication qu'on veut donner. Il faut déjà essayer d'agir localement correctement avant de vouloir beaucoup communiquer à l'extérieur. Et ça, je pense que c'est valable quel que soit le type d'association. Pour une association de joueurs, tout comme pour une association qui crée des choses, vaut mieux un peu baisser la tête au début, délivrer des choses, que ce soit réussir à organiser des parties régulièrement ou réussir à délivrer du contenu de manière régulière. Bref, faire ses preuves avant de vouloir beaucoup communiquer pour montrer qu'on existe, quoi. Voilà, c'est un truc que j'avais en tête parce que je pense que j'ai dû faire cette erreur-là au moins une fois dans ma vie. Hein. On l'a tous fait. Mais c'est assez humain. Voilà. Donc ça, c'est les quelques tips que j'avais en tête. Ah oui, il y a un autre truc, concernant les statuts, on a aussi le siège de l'association. Et il faut penser que des fois, le créateur de l'asso n'a pas forcément envie que son nom soit écrit noir sur blanc dans un truc qui est déposé à la préfecture. Ou bien la personne sait qu'elle va déménager, on peut s'adresser aux mairies qui des fois peuvent faire de la domiciliation d'associations. Alors souvent ils ne le font que pour les associations qu'ils estiment être vraiment utiles pour la communauté. Donc là, il faut réussir à prouver qu'une association du drôle est utile à la communauté, et là ça dépend vraiment du bon vouloir des gens qui vous reçoivent à la mairie. Il me semble qu'il y a des bibliothèques ou des ludothèques qui peuvent le faire aussi. Mais voilà, il faut avoir ça en tête. Ça peut être intéressant parce que si vous déménagez fréquemment, à chaque fois retourner à la préfecture pour faire changer les statuts, c'est même pas l'argent que ça coûte, c'est juste que c'est chiant, quoi. Donc il faut y penser. Et dernier point, on a parlé du nom de l'association. Alors Stéphane a raison, on va prendre un nom qui soit pas impossible à dire, ou bien qu'il ne fasse pas voilà, qu'on puisse dire sans problème à une personne officielle à la mairie, par exemple, sans avoir l'impression d'insulter, ça peut être bien. Vérifier que le nom n'existe pas, déjà qu'il n'y a pas une marque déposée. Ce serait dommage que de recevoir un courrier vous disant t'es gentil Coco, mais ton association, tu vas la renommer parce que moi j'ai une marque déposée, je vends un produit et je considère que tu squattes notre nom et que tu essaies d'en tirer un bénéfice. Ça paraît évident de ne pas appeler une association Coca-Cola. Bon, mais il y a plein d'autres noms qui sont déposés, qui ne sont pas forcément connus, donc ça vaut la peine d'aller juste sur le site de l'INPI, donc l'Institut national de la propriété intellectuelle, pour faire une petite recherche dans la base des marques. Ça peut même aller, si le nom de votre association vous tient vraiment à cœur, de déposer la marque. Et dans ce cas-là, vous pouvez même mettre dans les statuts que, par exemple, vous donnez la marque à l'association. Ça peut être un choix. Ou bien, si vous créez une association et que vous n'avez pas envie de vous en faire déboulonner, même si elle grossissait,
Donc ça, je dis pas que c'est forcément quelque chose de très honorable, mais voilà, on est en train de voir tous les types possibles de création d'associations. Vous pouvez mettre dans les statuts que l'association, le jour où le créateur, propriétaire de la marque, décide de retirer le droit d'usage à l'association doit changer de nom. Par exemple, c'est une possibilité. Voilà pour les quelques idées que j'avais en tête. Si tu permets, Mickaël, je voulais juste rebondir sur quelque chose qu'a dit Amaury, qui était très juste sur le rythme de progression de l'assaut. Et en fait, Amaury a très bien dit qu'on est, quand on a toujours des ambitions, et c'est normal, si on crée une asso, c'est qu'on a l'ambition qu'elle vive. Moi, je pense vraiment qu'il faut. C'est pas grave si on délivre les choses de manière modérée et non pas de manière excessivement. Comment dire? Je reprends. C'est pas grave si on fait pas 12 milliards de projets la première année. L'important, c'est que chaque chose que l'on fait, elle soit bien faite. Les premières années, vous allez faire vos preuves auprès des municipalités, mais surtout auprès de vos membres et des potentielles nouvelles personnes qui vont venir. Donc, tant qu'il n'y a pas une équipe qui est solide, allez-y mollo, mais que chaque chose que vous faites, les gens se disent « Ah ouais, ils l'ont bien fait ». Et en fait, il faut avancer comme ça. Et de toute manière, enfin, si vous créez une asso, je pense que vous n'avez pas l'intention qu'elle vive qu'un an ou deux. Vous aimeriez bien qu'elle vive 10 ans, vous aimeriez bien qu'elle vive au-delà de vous même. Donc vous avez le temps, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Modérez non, modérez pas votre enthousiasme, modérez vos ambitions de manière à ce que tout ce que vous le fassiez très bien et que les gens vous accordent leur confiance pour les années suivantes. Merci à vous trois pour ces mots qui étaient très justes. Alors je rappelle, dans le cadre du Roll on essaye, donc là pour cette édition-là, donc sur le thème des cartes, on essaye de parler de beaucoup de choses qui sont en lien avec les cartes. Là, on parle beaucoup sur les structures d'association, sur la création aussi, ça nous portait à cœur. Donc, n'hésitez pas également à consulter les conférences table ronde qui vont suivre en allant sur le site du Roll Event. Voilà, on a droppé quelques liens sur le chat, en fait, qui sont des liens du gouvernement, qui sont des liens de sites web qui sont intéressants pour aider aussi. Parce que, comme le disait Amaury, il me semble, que ce soit de n'importe quel assaut, que ce soit de jeu de rôle, mais autre chose, ça peut être de création de n'importe quoi, ça peut être de science, ça peut être ce que vous voulez. Il y a des règles, il y a des choses qui sont faites. Comme le disait encore une fois Stéphane et Lionel, ne réinventez pas la roue. Il y a des choses qui sont faites, on continue à les utiliser. Et donc, ça me permet aussi de rebondir sur ça pour revenir en fait sur la communication, sur la création de communautés dont vous parliez, de ne pas se précipiter. Comment vous avez pu, au fur et à mesure du temps, créer votre communauté, quelles ont été votre équipe idéale dans votre tête maintenant que vous avez quelques années, ou en tout cas au moins un an de vie, quels sont un petit peu vos conseils dans une gestion plus courante d'une structure associative quelconque, en fait. Stéphane, tu veux commencer peut-être? Alors, moi, ce que je conseillerais, c'est d'avoir une présence sur Internet. Le site web, ça peut être bien. Il y a des moyens de faire simplement. Ne serait-ce que d'avoir un site en une seule page qui sert juste de carte de visite. Où dessus il y a le nom de la sauce, quelques infos sur voilà, c'est quoi le type d'activité de l'association, et puis un numéro de téléphone, l'adresse, le prix de la cotisation. Enfin voilà, vraiment la carte de visite, une sorte de flyers de présentation de l'association sur une page. C'est pas compliqué, mais ça rend bien service aux gens parce que voilà, on est en 2024. Avoir un site qui est responsive, donc qui fonctionne sur smartphone. Et ça sert vraiment de carte de visite, et pas plus. Faut pas imaginer quelque chose de haute technologie avec des messages, des chats cachés, et cetera. Et cette page, elle peut très bien être une page Instagram, une page Facebook, et ça permet d'avoir vraiment quelque chose à partager rapidement avec les gens quand on les croise dans un festival, dans une convention, et qui sert d'affichage. Ça peut être très bien. Et après, au niveau de la communication, moi, je crois beaucoup au fait que si on est souvent un club de jeux de rôle, il va exister en local.
Il va exister dans sa zone d'activité, dans sa ville, dans son petit département et donc pas hésiter à aller voir, à proposer des choses, aux boutiques, aux cafés ludiques, même à des cafés standards pour se montrer. Et c'est comme ça qu'on va croiser des gens, que les gens vont commencer à vous connaître, et finalement, bah, on existe, et quand la mairie, qui vous prête une salle, fait un festival du livre policier ou fait, une visite des églises romanes et ben, proposez que le club de jeux de rôle, il participe à ce festival. Et des fois, c'est la mairie qui va vous proposer. Des fois, et d'un seul coup, vous allez être connu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez participé comme ça à 2-3 activités d'une mairie ou d'une bibliothèque ou d'une médiathèque, vous êtes sur des sites internet, vous êtes dans des publications officielles, la mairie vous connaît et vous devenez connu parce que vous avez fait des choses avec des gens qui sont installés autour de vous. Voilà, moi, ce que je propose. Intéressant. Maury, Silvio, lequel des deux veut... Vas-y, Silvio. Ah bah, je propose à Amaury. Mais bon, ok, j'ai Ah. le crachoir, je le garde. Du coup, oui, ben, tu vois, nous, comme on est vraiment territoire rural et on est beaucoup moins urbain que Lille, nous, au final, on n'a toujours pas de site web. Donc, c'est pas bien, il faudrait qu'on en ait un. Mais ce qui a vraiment marché dans un territoire rural comme le nôtre, c'est les flyers. En fait, on a imprimé des flyers, on a un petit budget flyers tous les ans. On en pose dans les quelques boutiques du département qui correspondent à notre public. Et les gens se les passent. Et après, beaucoup de bouche à oreille. Ce qui a vraiment permis de construire une communauté chez nous, par contre, c'est ce qu'on appelait les soirées pleine lune. Donc, à chaque pleine lune, on se réunit tous. La dernière pleine lune, c'était hier soir, par exemple. Et on a une grande salle prêtée par le tiers-lieu dans lequel on est. Et là, c'est porte ouverte. Tout le monde ramène ses copains, ses amis, sa famille, ses cousins, tout ça. Et là, les MJ qui veulent prennent une table et les joueurs qui ont accroché avec un MJ vont jouer avec lui. Voilà, il y a un apéro en même temps. Ce qui permet vraiment de créer une communauté, je crois que c'est aussi la possibilité des gens qui connaissent pas l'assaut de venir essayer sans s'inscrire, sans trop se mouiller, en fait. C'est offrir ce genre de choses. Ce que disait Stéphane aussi, faire des choses dans des boutiques, ça peut aussi permettre que des gens qui ne vous connaissent pas viennent, essayent, et si ça leur plaît pas, ils peuvent partir. Souvent, ça leur plaît, donc ils restent. Mais voilà. Et puis, je dirais aussi un truc qui est important pour créer une communauté, c'est donc là, on s'adresse à des gens qui souhaitent créer une association. Donc, ça va être de trouver des personnes dans votre asso qui seront aussi moteurs pour aller chercher d'autres personnes qui vont monter des choses. Et c'est extrêmement important, tôt ou tard, de lâcher le bébé. Et évidemment, vous le lâchez que à des personnes qui peuvent porter le bébé dans leurs bras, évidemment. Mais vous lâchez la communication, par exemple. Vous lâchez l'organisation de tel ou tel projet. De manière à ce que eux apportent leur manière différente de faire les choses et d'apporter une énergie nouvelle. Et je sais que surtout que si vous grandissez, si vous avez une communauté qui grandit, vous ne pourrez jamais tout porter seul. C'est comme disait Amaury tout à l'heure, on finit par s'essouffler. Donc, grave erreur. Il faut, voilà. Il y a un boulot qui consiste quand même à trouver les personnes qui sont capables de vous aider, de vous accompagner, voire même de faire mieux que vous. Et tant mieux si c'est le cas, ça veut dire que vous allez avoir moins de boulot pour la suite. Voilà. Oui, en fait, c'est délégué avec des gens qui t'a. Ça revient un peu sur ce qu'on disait au début, hein, c'est-à-dire de monter les équipes au début, de bien faire la structure et de pas se précipiter en fait, dans n'importe quel aspect de la création. Maury, peut-être, du coup, pour rebondir. J'ai pas vraiment grand-chose à ajouter. En plus, là, on parle beaucoup communauté et une association en particulier. Moi, je ne cherche pas à avoir des adhérents ni avoir de communauté. Un exemple très concret, c'est que j'ai un serveur Discord pour Rollis qui permet de parler des différents projets, ou bien il y a un channel pour un salon de discussion pour chaque campagne publiée, par exemple, des choses comme ça. Et il y a déjà des gens qui m'ont proposé de l'aide pour améliorer le serveur, pour qu'il y ait une communauté qui vive, et je disais, ben non, c'est pas le but. Moi, je préfère que les gens aillent. Il y a d'autres endroits qui sont déjà là, orchestrés par la fédération, par exemple, mais il y a plein d'autres associations qui ont des serveurs de discussion qui sont déjà vachement bien alimentés. Le but, c'est pas d'en créer un en plus. Donc, je disais, voilà, non, le but, c'est pas de créer une communauté. Donc, c'est peut-être assez atypique par rapport à ce dont on est en train de discuter en ce moment. Non, mais en fait, c'est aussi atypique. Ça permet aussi de voir que tout n'est pas fait pour, comme on disait, hein, réinventer la roue à chaque fois qu'on crée quelque chose.
C'est s'appuyer en fait sur. Si on en parlait dans la table ronde d'hier soir sur des forums spécialisés par exemple dans les cartes. Là, c'est pareil en fait, hein, d'avoir alors une structure comme la Fédé jeu de rôle, mais il y a sûrement des fédérations plus locales, hein, le Graal en fait partie, mais il y a aussi vers Lyon la Fagira qui existe, dans le nord, la Guilde de Bretagne, je crois. Stéphane. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors tout à fait, la Guilde de Bretagne plus en Bretagne. Par contre, au niveau du nord de la France, il n'y a pas de structure pour le jeu de rôle, mais il y a la Fédé Jeux qui est sur toutes les Hauts-de-France, qui elle est plus axée jeu de plateau, mais qui accueille des activités de jeu de rôle ponctuellement, et qui a une grosse convention qui s'appelle Ludinor autour du mois de mars, mais elle qui est plus axée jeu de plateau. Ouais. Donc ouais, on a fait un peu le tour. Alors, le oui et non, dans le sens où là, c'était vraiment pour moi une introduction, hein. On n'a pas parlé de beaucoup de choses, hein, on n'est pas rentré dans le détail de la rédaction de statut, ni dans qu'est-ce que c'est une assemblée générale, de comment elle fait, de toute la partie aussi financière. Mais ça, il y a des guides qui ont été faits par la Fédé et sûrement même dans les sites qu'on a cités, donc Helloasso, AssoConnect, association.gouv. Sur les sites, vous pouvez retrouver pas mal de ressources en ligne qui sont plus ou moins bien faites, généralement plutôt plus que moins. Vous avez pas mal de choses. Du coup, on a quasiment terminé, hein. Pour moi, dans 15 heures, il y a la table ronde d'après. Stéphane, je ne sais pas si on a pu régler le petit souci qu'on a eu. Alors, on l'a réglé partiellement, donc on va pouvoir faire la table ronde qui s'enchaîne. Et je viens de partager dans le chat la page du site FFJDR où il y a les conseils pour la création d'assos, avec entre autres en bas de la page une vidéo qui explique un petit peu la création d'associations, puis des fiches pratiques. Des fiches pratiques sur comment créer votre association, comment la développer, qui ont été rédigées par Lionel, qui est notre trésorier. Ok, écoute, super. Donc du coup, on va clôturer un peu cette table ronde. Je vous remercie à tous d'y avoir participé. Donc on va rester connectés, hein. Il y a pas du coup là, comme c'est les mêmes intervenants, c'est plutôt simple d'enchaîner. On va se donner la parole à nous-mêmes. Mais du coup, on va clôturer cette table ronde et commencer la table ronde d'après qui se porte du coup là sur les cartes en ligne spéciales rôlistes. Dis-moi, Silvio. Ouais, parce que moi je vous quitte. Ouais. Tu nous quittes. Est-ce que tu as peut-être un mot pour la fin, si jamais Ouais, je voudrais bien dire un dernier mot, parce que créer une asso, c'est vraiment un truc merveilleux, mais ça prend beaucoup d'énergie. Et ce que dit mon meilleur pote à qui j'ai créé l'asso, quand je me prends trop la tête, ça me dit Silvio, t'es con, oublie pas, c'est pas un taf, quoi. Faut que tu t'amuses. Donc, quand vous montez une asso, vous allez passer beaucoup de temps à travailler, vraiment. Mais n'oubliez pas quand même que vous êtes là pour jouer et faites-vous plaisir. Faut que ça reste vraiment un plaisir. Et si vous avez ça en tête, ça sera que du bonheur. Voilà. Je pense que c'est un très bon conseil. Voilà, Stéphane en plus nous montre un joli t-shirt. Donc c'est un très bon conseil, Silvio, et je te remercie pour ce mot de la fin. Avec grand plaisir. Bonne continuation. Et donc, on peut dire plus sur nos projets. Et donc n'oubliez pas,